Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je développe des formulaires très puissants avec feedback utilisateur et validation côté client et côté serveur. Et nous allons le mettre en place avec le framework Remix et la librairie conforme. Je me rends sur le site de Remix dans Get Started et je vais instancier un nouveau projet en cliquant sur npx create-remix et en le copiant. J'ouvre un terminal, je vais dans un dossier et j'entre la commande. On va appeler le projet remix-forms. On veut initialiser un repository et on veut installer toutes les dépendances avec npm. Maintenant que c'est fait, je vais ouvrir le projet dans VS Code, je vais ouvrir le terminal et faire un npm run dev pour lancer le serveur de développement. Je clique maintenant sur le lien localhost 3000 pour ouvrir mon application. On va ouvrir l'explorateur de fichiers et nous rendre dans le dossier app root_index.tfi. Et dans ce fichier, je vais quasiment tout supprimer. Je vais laisser le div et le h1. On va d'abord ajouter un formulaire en HTML. On va donc rajouter un élément form, puis un input de type texte et un bouton avec le message soumettre. On peut voir sur ma page que j'ai mon input et j'ai le message. Et si je clique, il ne se passe rien, mais l'URL a changé et elle a rajouté un point d'interrogation parce qu'on n'a pas encore spécifié de nom à notre formulaire. Je vais donc rajouter un nom qui aura comme propriété name. Je vais actualiser la page et maintenant je vais resoumettre le formulaire avec une valeur. Je vais mettre Virgile, je vais cliquer sur soumettre et cette fois on voit que ça m'a rajouté un paramètre d'URL qui a comme clé name et comme valeur Virgile. C'est un formulaire get classique en React. Mais dans cette vidéo, on ne va faire que du post. Je vais donc tout de suite rajouter méthode égale post à mon formulaire. Ensuite, si on retourne sur la documentation de Remix et qu'on tape dans la barre de recherche form et qu'on clique sur le premier lien, on peut voir que Remix nous met à disposition un composant spécial de formulaire et c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Il est à peu près pareil que cet élément form avec un F minuscule, sauf que le F est en majuscule et il possède quelques trucs en plus. Donc je remplace mon élément, j'importe le composant depuis remix run /react. Maintenant je vais de nouveau soumettre le formulaire et on peut voir qu'on a une erreur 405 méthode not allowed. Et cette erreur est liée au fait que nous venons de faire un post sur une route avec Remix. Sauf que le traitement de notre post se fait côté serveur. C'est-à-dire que toutes les valeurs de notre input peuvent être traitées côté serveur. Pour ajouter une logique serveur à notre application Remix, on va devoir exporter une variable qu'on va appeler action. Ce sera une méthode qui renverra pour le moment nul. Et on peut tout de suite mettre cette méthode en asynchrone. Je vais actualiser la page et je vais re-rentrer mon prénom. Je vais soumettre le formulaire et on peut voir qu'on n'a plus l'erreur. Si je clique sur inspecter et que j'ouvre les outils de développement et que je me rends dans network, on va réeffectuer une soumission de formulaire. Ici dans les headers, on voit que je fais bien un post sur ma route. Dans le payload, on peut voir que j'ai un form data, donc les données de formulaire avec comme clé name et comme valeur Virgile. Et j'ai envoyé cette donnée sur la route index. Maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est de rajouter un petit peu de validation côté client et côté serveur. Donc côté client, je vais rajouter un min length et je vais mettre qu'on puisse pas avoir un prénom inférieur à 3 caractères. Je vais donc maintenant m'appeler Joe et je vais soumettre le formulaire et on peut voir que j'ai un message natif HTML qui me demande de mettre minimum 3 caractères grâce à cet attribut min length. Et ça c'est un propre natif HTML. Ça va nous permettre de rajouter ces propres natifs en utilisant la librairie de validation Zod. Ce que j'ai envie maintenant c'est de rajouter une validation côté serveur. Donc pour la rajouter, on va d'abord récupérer la valeur de mon formulaire côté serveur de Remix dans mon axe. Pour cela, je vais typer cet objet que je reçois en paramètre de ma méthode et je vais le typer en action function args. Et je vais l'importer depuis remix-run-node. Maintenant, je vais récupérer la propriété request. Et depuis ma request, j'aimerais récupérer la propriété form data. C'est une méthode qui est sous forme de promesse et je vais la récupérer dans une variable que je vais appeler form data est égale à request.form data. Et cette form data, c'est ce qu'on peut déjà voir dans notre requête ici. Si je soumets à nouveau le formulaire, je clique dessus et dans le payload, on peut voir que j'ai un form data avec une valeur et une clé. Comme côté client, j'ai donné un nom à mon input et j'ai donné le nom name. Côté serveur, pour retrouver cette valeur, je vais devoir chercher la clé name. Donc je vais faire un form data get entre parenthèses le nom de la clé. Et la clé s'appelle name. Et je vais sauvegarder ce name dans une variable. On peut voir si je mets le survol sur mon name que c'est soit un form data entry value, soit nul. C'est-à-dire, la valeur peut soit être nulle si il n'y a pas de clé, soit un form data entry value. Le form data entry value peut soit être un string, ce qui est le cas, soit un fichier. Effectivement, avec les formulaires, il est possible d'envoyer tout type de fichiers, comme des images ou des PDF, à notre serveur. Je vais donc faire un console log de ma propriété name. Maintenant, je vais retaper Virgile et je soumets le formulaire et on peut voir que ça a été console logué.
Si j'ouvre mon terminal, on peut voir le console log name Virgile. Et ce console log vient directement du serveur. J'ai bien reçu ma donnée de formulaire côté serveur grâce à mon action. Et je renvoie nul pour le moment, mais plus tard dans la vidéo, on va envoyer un message de succès, par exemple formulaire bien envoyé ou une erreur s'est produite, veuillez réessayer. Maintenant, je vais rajouter un deuxième champ et je vais l'appeler email. Et ça sera plus un type texte, ça sera un type email. Je vais donc retirer le props min-length et je vais rajouter un petit peu de style à mon formulaire pour que ça soit un peu plus lisse. On peut également rajouter un label autour de chacun de nos formulaires avec une description de la propriété. On va mettre email et nom. Super, c'est vraiment beau. Maintenant, le type email fait déjà une sorte de validation pour nous côté client. Par exemple, si ici je rajoute un champ qui n'est pas un email et que je remets mon prénom, faire une soumission, là on peut voir qu'il me demande d'inclure un arrobase. Le problème c'est que si j'inclus juste un arrobase et une lettre à la suite, aussi simple que ça, par exemple b@a, et que je soumets, le formulaire fonctionne. Mais l'email est forcément pas valide, on le sait très bien, il devrait y avoir un .fr, un .com. Donc on a besoin de rajouter une validation côté serveur pour valider l'email, par exemple avec une reject. Donc je me rends côté serveur et je vais récupérer l'email, formdata.get et la clé email. On va d'abord commencer par le console logger. Si je renvoie mon formulaire, on peut voir que le console log a changé. J'ouvre mon terminal, on voit toujours le console log. Donc je récupère bien mes données côté serveur, c'est très bien. Vous avez compris l'idée, mais en gros, j'aimerais afficher un message d'erreur juste en dessous, par exemple ici, votre email est invalide et on va le mettre en rouge et j'aimerais que ça me dise en dessous du champ, votre email est invalide, mais seulement si mon email est invalide. Et ça sera la validation côté serveur. Ça apparaîtrait de cette manière, mais seulement si l'email est invalide. Et pour ce faire côté serveur, on pourrait rajouter par exemple une variable isValid qui est un booléen. On va dire qu'un email valide c'est égal virgile@algomax.fr et maintenant on le renvoie sous forme d'objet, juste en envoyant un objet, ou alors on peut aussi utiliser la méthode JSON qu'on importe depuis Remix. Maintenant, je récupère le contenu de mon action, donc la réponse de mon action côté serveur dans le client, en utilisant le hook qui s'appelle useActionData. Et je l'importe depuis remixrun-react. Et je vais rajouter le type générique qui est ce que me renvoie mon action, c'est-à-dire typeof en un mot action. Maintenant, on peut voir que data peut soit être undefined, soit contenir un isValid qui est un booléen. Donc je vais rajouter conditionnellement mon affichage. Si data.isValid est égal à false, alors j'affiche ce span en rouge. Sinon, je n'affiche rien. On peut voir qu'un email valide, c'est un email qui est égal à virgile@algomax.fr. Donc, je vais m'appeler Virgile et je vais mettre l'email valide. virgile@algomax.fr. J'envoie le formulaire et il ne s'est rien passé. Si par contre je change mon email, je mets virgile@algo.fr, je soumets et là on a le message d'erreur en rouge. Le problème c'est qu'on doit coder toute la logique de validation à la main et ça prend un temps fou. De plus, notre HTML va devenir illisible. Regardez, rien que maintenant on a un div, notre label, notre span affiché conditionnellement et si on a plusieurs méthodes de validation, on va vraiment pas s'en sortir, surtout si on a des grands formulaires avec 10 propriétés. Mais on va utiliser deux outils. Le premier, ça va être la librairie Zod. Et Zod va nous permettre de définir un schéma de cette manière. Par exemple, notre schéma d'utilisateur qui sera sous forme d'objet avec un name qui sera un string et un email. Donc je vais installer Zod dans mon projet. J'ouvre mon terminal et je fais un npm install de Zod. Maintenant je peux fermer le terminal et je vais importer Z depuis la librairie Zod. Juste au-dessus de mon action, je vais créer mon schéma et je vais mettre que mon schéma est égal à zod.object qui contient une propriété name qui est un string, donc on va mettre zstring et une propriété email qui est un email. Mais pour le moment, on va mettre zstring. Maintenant, nous avons notre form data. Et notre form data, c'est pas vraiment un objet. Et on a envie de le transformer en objet pour le valider avec Zod. Pour transformer un form data en objet, on peut utiliser la méthode object.fromEntries. C'est-à-dire qu'on va transformer ces entrées de notre form data en objet. Je vais donc passer mon form data et je vais récupérer mon objet. Et maintenant, on va faire un console log de cet objet pour être sûr que ça a bien fonctionné. Je retourne sur mon application et il ne faut pas oublier de relancer le projet avec un npm run dev. Maintenant, on envoie un email et un nom. Je soumets le formulaire et on peut voir qu'on a bien un console log object qui contient un email et un nom. Donc, on a transformé notre form data en objet. Maintenant qu'on a transformé notre form data en objet, on peut supprimer tout ça et faire un parse. C'est-à-dire qu'on peut récupérer notre donnée en faisant un schéma qui est le schéma qu'on a défini tout en haut avec Zod, .parse de notre objet. Et si ce parse a fonctionné, on peut voir que data va contenir deux clés, name et email. Maintenant, je vais pouvoir les déstructurer ici pour récupérer mon email et je pourrai toujours console log l'email
pour être sûr que rien n'a changé, je soumets le formulaire et on voit bien que ça a consologué mon email. Si maintenant je change mon email et que je soumets, on a toujours le message d'erreur. Sauf que cette fois, on a utilisé Zod pour parser les données avec notre schéma, donc on bénéficie des types grâce à TypeScript. Ici, je sais que je possède une propriété name dans mon schéma et c'est véridique. Elle existe, c'est sûr. Parce que si elle n'existe pas, ça va throw une erreur. On va faire le test. Si par exemple, au lieu de name dans mon input, je vais mettre âge, que j'actualise la page et que je renvoie ma donnée, je soumets le formulaire. Sauf que là, on a une erreur de Zod parce qu'il s'attendait à retrouver la propriété name, mais qu'on a changé le nom de la propriété. Donc il faut faire très attention à ça quand on fait un parse avec Zod. Mais nous, ça va pas s'arrêter là, ça va être encore plus incroyable que ça. C'est-à-dire, ici, pour le name, je vais rajouter un message pour signifier que le name est rookie et je vais mettre votre nom et rookie. Ensuite, pour l'email, je vais rajouter un message rookie, donc un required error en argument, et ça sera votre email est rookie. Mais on ne va pas s'arrêter là. Pour l'email, je vais rajouter à la suite un deuxième type de validation. Et je vais mettre que c'est un type email. Et je vais mettre un message de type votre email doit être un format valide. Et pour mon name, je vais rajouter un min pour dire que je m'attends à recevoir minimum 3 caractères, donc pas un nom à 2 caractères, avec un objet. Et comme message, votre nom doit faire au moins 3 caractères. Maintenant que j'ai rajouté cette validation côté serveur, on va retenter une validation. Ici, je vais mettre un vrai mail et un vrai prénom. Je soumets le formulaire et on n'a aucun problème. Par contre, si je mets un email faux et que je soumets le formulaire, on voit que Zod a déclenché une erreur côté serveur. Mais nous, on n'a pas envie de la gérer. C'est-à-dire, si Zod déclenche une erreur côté serveur, on a envie d'afficher votre email doit être au format valide. Et en fait, au début, on l'affichait ici. C'est-à-dire, dans le span, votre email est invalide. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Pour cela, nous allons installer la librairie conform qu'on peut retrouver sur le site conform.guide. Et ça va se passer à peu près comme sur cet exemple-là. C'est-à-dire, on va devoir importer un nouveau hook qui s'appelle useForm et une méthode pour parser avec Zod qui s'appelle parseWithZod. Ensuite, nous allons définir notre schéma, puis dans notre action, nous allons récupérer notre form data et nous allons le parse avec Zod en lui donnant notre schéma. Et nous récupérons un objet submission. Ensuite, si submission n'a pas réussi, alors on envoie un message d'erreur côté client. Sinon, c'est bon. Ça veut dire que la validation est passée. Ensuite, dans le composant côté client, on va utiliser le hook useForm en passant notre schéma comme argument. Et puis, ici dans notre formulaire, on va rajouter donc notre label, notre input et les erreurs éventuelles de notre formulaire. Alors c'est parti. Je clique sur Getting Started, sur Tutoriel et je vais copier npm install @conform to react conform to Zod et je vais sauvegarder. J'ouvre maintenant mon terminal, je kill mon projet, je lance cette commande pour installer ces deux librairies. On peut relancer le projet avec un npm run dev et maintenant je vais dans mon index. Je vais utiliser le hook useForm qu'on importe depuis conform to react et je vais lui donner quelques arguments. Déjà, je vais lui donner une constraint et ça c'est pas nécessaire mais ça permet de gérer la validation côté client. Va nous permettre de dire qu'on veut utiliser ce schéma Zod avec cette validation, le type email, la longueur minimum à 3 côté client dans notre formulaire. Donc on va mettre comme constraint notre schéma Zod, mais pour ce faire, on va faire un get Zod constraint pour récupérer une constraint avec un formulaire Zod. On va donc rajouter notre schéma Zod qu'on a déclaré tout en haut. Ensuite, le deuxième champ sera le last result, mais pour le moment, il est undefined. Le last result, c'est la dernière validation qui a été faite côté serveur. C'est-à-dire ici dans notre data, ou plutôt dans notre action, nous allons traiter et valider le formulaire côté serveur, puis nous allons renvoyer ce résultat côté client. Enfin, on va utiliser la méthode onValidate de cette manière et nous allons déstructurer l'objet formData qui est exactement le même formData que celui qu'on récupère côté serveur et nous allons le parser. On va le parser avec la méthode parseWithZod qui est à peu près pareil que le schéma.parse sauf que ça ne va pas déclencher d'erreur. Ça prend comme premier argument un formData et comme deuxième argument un objet avec comme schéma notre schéma. C'est-à-dire que rien que côté client, on utilise notre schéma à deux endroits. Pour la constraint, donc pour valider chaque input dans notre formulaire, et à la validation. On peut voir qu'on a plein d'autres paramètres. Par exemple, à quel moment est-ce qu'on veut que la validation soit effectuée. On peut choisir de valider à chaque input, mais pour le moment, on va choisir de valider seulement lors de la soumission du formulaire. Maintenant, ce hook me renvoie deux valeurs. Il me renvoie le formulaire et il me renvoie chacun des champs de mon formulaire sous forme d'un tableau. Donc la première chose qu'on va faire, c'est récupérer ce formulaire et nous allons spread les props parce que Conform a besoin d'assigner des props à notre formulaire, voire le gérer et le valider un peu mieux. C'est-à-dire il va vouloir le focus, il va vouloir sa référence, son ID. Donc on va utiliser la méthode getFormProps et on va passer comme argument notre formulaire. La méthode getFormProps a été importée depuis conform to
React. Maintenant, ici, on a notre input et on va pouvoir tout retirer pour ne laisser plus rien à part des props qu'on va appeler get input props et ça prendra comme argument mon fields qui était la deuxième valeur de mon hook de form, fields, point, et là je vais mettre que c'est mon email. Ensuite, je vais rajouter un objet comme deuxième argument et ça sera le type et on peut mettre que c'est un type email. Maintenant, on va faire comme dans la documentation ici, c'est-à-dire qu'on va afficher les erreurs dans un div. Au lieu d'afficher notre erreur en dur, on va mettre fields.email.error. Et on va même commenter notre nom pour le moment. On va tester cette méthode comme ça. Je vais retirer la valeur name pour que ça soit encore plus simple. Je retourne dans mon projet et je vais faire une soumission de formulaire. On va tester, je vais taper un email faux. Je vais mettre AAAAA. Je vais faire soumettre. Et là, on peut voir qu'on a une validation côté client. Votre email doit être au format valide. C'est super cool, c'est mon message d'erreur et je vais le mettre en rouge. Si maintenant j'envoie un email valide et que je soumets, je peux soumettre plusieurs fois. Là, on peut voir que ça m'a bien fait les console logs et que ça ne m'a pas renvoyé d'erreur. Donc c'est super, ça fonctionne à merveille. Maintenant, on a envie de faire cette validation côté serveur parce qu'on ne valide pas encore côté serveur. Donc, une fois après avoir récupéré le form data, si on retourne sur la documentation de conform, on peut voir qu'on récupère un objet submission et qu'on utilise la méthode parseWithZone. Et si on n'a pas un status succès, on envoie une réponse, donc une reply. Je vais donc supprimer ces 3 lignes et je vais copier le code de cette documentation. Pareil, pour la méthode parseWithZone, on a besoin de fournir notre schéma. Zod va s'occuper du reste. Et ensuite, si on n'a pas un status succès, alors on va renvoyer un submission.reply. On va l'envoyer dans du JSON pour être plus cohérent et on va appeler ça un result. Ensuite, si ça a fonctionné, alors nous avons des données dans submission.value. Et on peut voir que notre submission.value contient une propriété email. Et ça, c'est la propriété qui a été parsée par Zod. Donc, je peux récupérer, comme ceci, mon email depuis submission.value et je suis sûr qu'il a été parsé. Parce que sinon, une réponse négative aurait été envoyée côté client. Maintenant, on peut encore une fois s'inspirer de la documentation et on peut mettre que cet email est valide seulement s'il est égal à virgile@algomax.fr. Donc, on va rajouter cette condition-là. Si c'est pas valide, donc si c'est pas égal à Virgile, alors, au lieu de renvoyer mon valide, je vais renvoyer une réponse qui va s'appeler l'email est invalide. Et ça sera directement une erreur de formulaire. On va faire comme au-dessus, on va renvoyer du JSON avec une clé result. Donc je vais faire ce refacto et si tout est valide, au lieu de renvoyer isValid, on va faire exactement la même chose, on va renvoyer une clé result avec un reply. Maintenant, si je retourne côté client dans mon data, on peut voir que mon data possède une clé result à chaque soumission de formulaire. Et on va le mettre ici dans last result. Je vais donc mettre que last result est égal à data, point d'interrogation parce que cette valeur n'est définie que après la soumission du formulaire, result. J'actualise maintenant ma page et je vais envoyer un email invalide. Soumettre, votre email doit être au format valide. Ça, c'est une première erreur que j'ai. Maintenant, si je mets un email qui est valide en théorie avec le schéma Zod, mais qui n'est pas égal à virgile@algomax et que je soumets le mail, on peut voir qu'on n'a pas l'erreur d'afficher, mais ça c'est de notre faute. En fait, on a besoin de l'afficher tout en bas de notre formulaire. Ça sera donc un form.errors qu'on va rajouter ici. Et là, l'erreur vient d'être affichée, l'email est invalide. Ça veut dire que la validation n'a pas été effectuée avec Zod parce que j'ai rajouté une condition supplémentaire. Et ce qui est bien avec cette condition supplémentaire, c'est qu'on préserve l'état de notre formulaire. C'est-à-dire que l'utilisateur ne doit pas rentrer toutes les informations si jamais il a fait une faute. Maintenant que c'est fait, on va modifier notre schéma, on va récupérer notre propriété name et on va la rajouter ici. Donc je vais copier ce composant là, je vais l'appeler name et cette fois donc get input props on va prendre comme champ name et ça aura comme type du texte et l'erreur sera depuis fields.name.error. Vous voyez, je viens de rajouter un champ name côté client dans mon schéma et il est disponible à l'autocomplétion dans mes inputs. Et si je retourne côté serveur, je pourrais maintenant le déstructurer et ça c'est grâce à Zod et conform qui me permettent de gérer mes formulaires de manière full stack. Si demain on retire la propriété email, c'est très simple, on la retire et là on aura une erreur ici parce que la propriété email n'existe pas. On aura une erreur ici parce que le champ email n'existe plus. Et TypeScript ne sera pas du tout content. Donc je vais remettre mon email, mon nom et je vais même enlever cette validation supplémentaire avec isVirgile. On va juste faire un console log des données pour s'assurer que ça fonctionne bien. Maintenant je vais donc envoyer un email valide, un prénom valide, je soumets le formulaire, ça fonctionne très bien. Mais ce qui est cool, c'est qu'on peut aller encore plus loin et qu'on peut même faire de l'asynchrone. C'est-à-dire qu'on peut contacter carrément notre serveur pour voir si l'email existe déjà côté serveur et s'il existe déjà, alors on ne va pas le créer. Mais alors comment faire? Je vais vous montrer tout de suite avec une API externe.
Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne d'Algomax pour être prévenu quand on en sort une nouvelle. Tu peux également laisser un commentaire en bas de cette vidéo pour nous faire des retours, des suggestions ou même poser tes questions. On va utiliser JSON Placeholder. Je vais sur JSON Placeholder et je vais dans mon champ Users. On va dire que c'est notre base de données. On a donc une liste d'utilisateurs. Et je vais d'abord la récupérer. Donc pour la récupérer, je vais créer un nouveau fichier dans mon dossier app que je vais appeler server.ts. Dedans, je vais copier mon URL et je vais exporter une méthode que je vais appeler getUsers qui fera un fetch de cette URL. On va pas oublier de préciser que dans nos headers, nous avons un content type de application/JSON parce que c'est le type de contenu que nous recevons, c'est bien du JSON, et on reçoit une donnée en retour. On va await notre fetch et on va mettre que cette méthode est asynchrone. Donc là, je récupère des données d'une API externe, donc on fait un traitement asynchrone. Ensuite, on va créer un petit schéma Zod, user schema égale à Zod.object. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est juste une ID, une number, un email de type ZString et pourquoi pas le name de type Z. Maintenant, on va mettre que notre tableau d'user, c'est un Z.array, donc un tableau de user. On va transformer notre data en JSON avec un await data.json et on va renvoyer au client notre data sous forme de JSON mais parsée avec Z. Je la renvoie en faisant un user schema. On peut voir qu'après avoir fait notre méthode getUsers est une promesse d'un tableau d'utilisateur. Et c'est très bien parce que on va vérifier que notre email n'existe pas dans cette base de données. Pour être vraiment sûr, je vais rajouter une méthode loader afficher cette donnée côté client. Donc, je crée une méthode loader et je vais renvoyer ma méthode getUsers que nous allons await. Maintenant que j'ai rajouté ce loader, je vais utiliser le hook useLoaderData qui hérite du type typeof de la méthode loader que je viens de créer et ça me renvoie un tableau d'utilisateurs déjà existent. Maintenant, en dessous de mon formulaire, j'ai envie de boucler, donc de faire une liste sur mes utilisateurs en faisant un point map et on va afficher leur email. Et on va rajouter une clé. Si maintenant je retourne côté client, on peut voir que j'ai une liste d'emails et on va dire que c'est tous les utilisateurs présents dans ma base de données. Donc maintenant, si je me crée un email avec cette adresse-là, Léane, et que je fais une soumission, ça ne devrait pas me faire un console log. Ça devrait me dire l'email existe déjà. Mais alors comment faire? Ici, nous effectuons notre parse avec notre schéma Zod. Mais notre schéma, nous pouvons l'améliorer ou l'augmenter côté serveur. C'est-à-dire qu'il est déclaré ici en dehors de ma méthode action. Donc, il sera utilisé tel quel côté client dans le hook useForm. Mais côté serveur, avant de l'utiliser, je peux faire un super refine qui est une méthode de Zod. Et ce super refine va me permettre de raffiner le schéma ou de rajouter des propriétés de validation. Je vais vous montrer. Ce super refine récupère donc la donnée du formulaire et le contexte de Zod. Comme il récupère la donnée du formulaire après qu'elle ait été parsée, donc une fois que ces deux valeurs sont correctes, il déclenche le super refine, je peux les récupérer en les déstructurant depuis mon objet data. Et c'est ici que je vais rajouter cette logique. Alors comment faire? J'ai besoin de récupérer ma liste d'utilisateurs en base de données et voir si l'un de ces utilisateurs possède l'email que j'ai rentré. Donc, est-ce que l'utilisateur existe? Donc, je vais utiliser cette méthode, exactement la même. Je vais récupérer la liste des utilisateurs en faisant un await. Comme c'est un await, je vais devoir mettre que cette méthode est asynchrone. Et comme cette méthode est asynchrone, on va devoir rajouter en dessous, dans notre objet de configuration parseWithZod, le mot-clé async. Et comme c'est égal à true, nous allons également faire un await sur notre méthode parseWithZod. Donc nous allons faire de la validation asynchrone de nos données de formulaire. Maintenant que j'ai cette liste d'utilisateurs, on va voir s'il existe et on va utiliser donc, on va boucler sur notre tableau d'utilisateurs et on va faire un sum user et si l'un des emails de nos utilisateurs est égal à notre email, alors ça veut dire que l'utilisateur existe déjà. On va appeler cette méthode alreadyExists. Maintenant on peut conditionnellement rajouter if alreadyExists. Alors là nous allons exécuter notre et nous allons rajouter une issue, donc une erreur qui prendra plusieurs arguments. Ça va prendre un code, le code c'est custom par défaut, on rajoute une erreur en plus personnalisée. Ça va prendre un chemin, le chemin c'est simplement pour savoir lequel des deux inputs a une erreur. Pour nous c'est l'erreur et pour nous le chemin c'est l'email parce que l'erreur a été effectuée sur l'email. Donc comme chemin nous allons mettre email sous forme de tableau. Et enfin on peut rajouter un message et le message sera l'email existe déjà. Maintenant si on veut dévoiler l'identité de la personne qui a écrit cet email, on peut faire une petite refacto. On va faire un existing user et au lieu de faire un sum, on va faire un find pour trouver l'utilisateur s'il existe. Et ce code revient exactement au même, sauf que si on dit qu'il existe, on peut donc utiliser ces données. L'email existe déjà, on va l'appeler l'email est utilisé, l'utilisateur, et là je vais mettre le nom de l'utilisateur, name. Maintenant je vais actualiser ma page, je vais rajouter mon nom, je vais soumettre et ça va fonctionner. On peut voir le console log, on n'a aucune erreur. Par contre si j'utilise l'email
l'email de Nathan. Ici, je vais soumettre, je vais mettre comme nom que je m'appelle Nathan. Là, j'ai une erreur. L'email est utilisé par l'utilisateur Clémentine Bosch. Et si on va dans JSON Placeholder et qu'on regarde l'email de Nathan, on peut voir que son name c'est vraiment Clémentine Bosch, mais qu'elle a utilisé l'email de Nathan. Et c'est vraiment incroyable parce que on a transformé notre schéma Z en schéma asynchrone et on a rajouté une étape de validation. Donc on a appelé une API externe JSON Placeholder juste après la soumission de notre formulaire. Et on peut faire ça avec tout. On peut faire une validation Stripe, on peut faire une validation Google, on peut appeler plusieurs bases de données. Et ce qui est bien avec cette méthode, c'est que quand je fais une soumission du formulaire, on peut voir là qu'on a le focus management. C'est-à-dire l'erreur est survenue sur l'email, donc l'email il a été focus, il a été sélectionné et mon navigateur sait que je suis actuellement sur cet email là. Là, je peux de nouveau le modifier maintenant, je peux tout de suite corriger mon erreur. Maintenant, il y a une dernière chose que j'aimerais vous montrer avec Zod, c'est la possibilité de pouvoir reset le formulaire si le traitement a réussi. Donc, si le traitement a réussi, nous allons, dans notre objet reply, rajouter un objet et on va mettre un reset form à true. Tout aussi simple que ça. Maintenant, j'actualise la page, j'utilise un email qui existe déjà et si l'email existe déjà, on ne va pas réinitialiser le formulaire. On a envie que l'utilisateur connaisse l'erreur qu'il a faite. Je vais m'appeler Juliane, je soumets, là on peut voir mon erreur asynchrone. L'email est utilisé par l'utilisateur Patricia. Par contre, si j'utilise virgile@algomax et que je soumets, là, le formulaire a été reset, ce qui veut dire que nos utilisateurs ne vont pas re-remplir les champs. Il a été reset, il a réussi, on a sauvegardé cet utilisateur en base de données, on a fait n'importe quel traitement, on s'est inscrit à une newsletter, tout ce que vous voulez. En tout cas, je suis vraiment ravi d'avoir découvert cette nouvelle manière de gérer mes formulaires avec l'application Remix. Et voilà, on a terminé pour cette vidéo sur les formulaires avec Remix et la gestion des erreurs. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, ça nous fait vraiment plaisir. On prévoit de sortir encore plein de contenu sur le framework Remix. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une vidéo Remix. A plus.